Ce soir, la pluie hésite encore sur les toits de Kinshasa. Mais dehors, le monde n'hésite plus. Bonsoir à vous, compatriotes de toutes nos provinces, et bienvenue dans cette édition d'Inside News RDC. À Bruxelles, à Montréal, à Johannesburg, où vous nous regardez ce soir, bienvenue à vous aussi, frères et sœurs de la diaspora. Si vous avez un compatriote à saluer, nommez-le dans les commentaires. Ce journal est à vous comme il est à nous. Ce jeudi 9 avril 2026, 2 événements pèsent sur notre horizon. Le premier s'est joué à minuit et demi, heure de Téhéran. Un cessez-le-feu inattendu entre les États-Unis et l'Iran, signé 90 minutes avant l'expiration d'un ultimatum qui aurait pu embraser le Golfe pour des décennies. Les marchés mondiaux ont répondu instantanément. Le pétrole a chuté. Et cette chute, compatriotes, n'est pas une abstraction. Elle parle directement à nos pompes à carburant, à nos marchés, à nos corridors commerciaux, de Matadi jusqu'à Lubumbashi. Le second événement est le nôtre, congolais, intime. Pour la toute première fois de notre histoire républicaine, une conférence nationale a été consacrée exclusivement à nos infrastructures. 500 acteurs réunis à Kinshasa sous un nom populaire qui résume toute l'ambition du moment, Fachi Beto. Et nous parlerons aussi ce soir d'un signal d'alarme venu du Kasaï central. À Demba, dans le secteur de Diofoua, des militaires censés protéger la population sont accusés de la terroriser. Un dossier qui exige notre regard le plus frontal. Restez avec nous. L'information, ce soir, n'attend pas. La nuit dernière, à minuit et demi précise, heure de Téhéran, les canons se sont tus au Moyen-Orient. Un cessez-le-feu inattendu entre les États-Unis et la République islamique d'Iran a mis fin à une séquence d'affrontements qui menaçait de recomposer l'architecture sécuritaire et économique de la planète entière. L'accord instaure une pause de 2 semaines. Les négociations s'ouvrent ce vendredi à Islamabad, au Pakistan, sur la base exclusive d'un plan iranien en 10 points, écartant de fait le plan américain qui en comptait 15. Ce basculement s'est produit 90 minutes seulement avant l'expiration d'un ultimatum que Donald Trump avait fixé à 20h, heure de New York. Dans les heures précédant l'accord, le président américain avait publiquement menacé de renvoyer l'Iran à l'âge de pierre. Il avait évoqué la fin de la civilisation iranienne. La Maison-Blanche avait dû publier un communiqué pour préciser que l'arme atomique n'était pas envisagée. Le pape lui-même a réagi à ces propos, les qualifiant d'inacceptables. Les marchés financiers mondiaux ont répondu à l'annonce de la trêve par une hausse massive des indices boursiers et une chute brutale du cours mondial du pétrole. Donald Trump, président des États-Unis, prétend avoir remporté une victoire totale. Dans ses déclarations postérieures à l'accord, il évoque de nouveaux dirigeants iraniens plus conciliants et souhaite publiquement longue vie au grand peuple iranien. Du côté iranien, les ministres Mohammad Ghalibaf et Abbas Araghchi ont conditionné leur accord à la désignation de J.D. Vance comme négociateur américain exclusif, rejetant catégoriquement Jared Kushner et Steve Witkoff, associés aux intérêts politiques israéliens. Les faits contredisent pourtant cette posture de victoire. En acceptant de négocier sur la base des 10 points iraniens, Washington a abandonné son propre plan qui en comptait 15. L'appareil d'État iranien n'a pas été renversé. Le programme balistique reste totalement intact. Plus révélateur encore, la version du cessez-le-feu rédigée en farsi mentionne explicitement le dossier nucléaire, tandis que la version officielle anglophone l'omet totalement. Cette divergence volontaire entre les 2 textes dit tout de l'équilibre réel de la négociation. L'Iran ne sort pas de cette séquence en position de faiblesse. Il sort en acteur ayant imposé ses conditions à la première puissance militaire mondiale. La médiation a été menée par le Pakistan du Premier ministre Sharif, puissance nucléaire partageant une longue frontière avec l'Iran et allié historique de Washington depuis 2001. La Chine a exercé une pression directe sur Téhéran pour faciliter l'acceptation du compromis. Les services de renseignement de l'Égypte et de la Turquie ont participé activement à l'élaboration du consensus. Le point central et inédit de l'accord
concerne le détroit d'Ormuz. Washington a accepté que Téhéran perçoive jusqu'à 2 millions de dollars américains par navire cargo traversant ce passage stratégique. Cette somme sera partagée avec le sultanat d'Oman. Ces revenus maritimes réguliers seront affectés à la reconstruction des infrastructures civiles iraniennes, remplaçant les réparations de guerre directes que Téhéran réclamait initialement. Pour nous, Congolais, cette trêve n'est pas une nouvelle lointaine. Le détroit d'Ormuz concentre une part considérable du trafic pétrolier et commercial mondial. Sa perturbation avait fait grimper les primes d'assurance maritime et renchéri le coût du fret vers notre port de Matadi. Les importateurs congolais répercutaient mécaniquement ces hausses sur les étals de nos marchés, de Kinshasa à Mbuji-Mayi. Si cette stabilisation se confirme dans les semaines à venir, c'est une pression directe sur la santé financière de nos foyers qui s'allège. La paix est-elle là, durablement? La question se pose avec une brutalité déconcertante. Israël, absent de la table des négociations d'Islamabad, a annoncé par la voix de son premier ministre Benjamin Netanyahou la poursuite de ses opérations militaires sur le territoire libanais. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a rappelé publiquement que la destruction délibérée d'infrastructures civiles constitue un crime de guerre. Ce que cette trêve révèle, en profondeur, c'est une vérité que nous connaissons depuis longtemps ici, au cœur de l'Afrique. Quand les grandes puissances se font la guerre, les peuples du monde entier en paient la facture. Du consommateur de Gombe qui subit la hausse du carburant, à l'opérateur de Matadi dont les délais de livraison s'allongent, notre économie nationale reste otage de décisions prises dans des détroits et des chancelleries que nous ne contrôlons pas. Voilà précisément pourquoi bâtir notre souveraineté économique n'est plus une ambition. C'est une urgence nationale. Cette réalité d'un monde que nous subissons sans le piloter nous ramène directement à ce qui s'est passé ici même, à Kinshasa, ce mardi matin. Parce que la réponse à notre dépendance ne viendra pas des chancelleries d'Islamabad. Elle viendra de nos propres voûtes, de nos propres ports, de notre propre volonté de bâtir. Pour la toute première fois dans l'histoire de la République démocratique du Congo, une conférence nationale a été consacrée exclusivement au secteur des infrastructures. Ce mardi 8 avril 2026, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a déclaré ouverte au Centre culturel et artistique de l'Afrique centrale à Kinshasa la première édition de la Conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics. 500 participants, issus du secteur public, du privé, du monde académique, des partenaires techniques et financiers et de la diaspora congolaise. 3 jours de travaux. Ce rendez-vous s'inscrit dans une dynamique africaine plus large que nos frontières. Sur le continent, la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, a placé les corridors de transport, l'intégration logistique et la résilience climatique en tête de ses priorités stratégiques. La Banque mondiale accompagne désormais la RDC dans l'élaboration d'approches multimodales résilientes au climat. Un pays qui se dote enfin d'une stratégie nationale cohérente pour ses infrastructures envoie un signal de sérieux aux investisseurs régionaux et internationaux. Ce signal, notre pays avait encore à le formuler clairement. Cette conférence est ce signal. Félix Tshisekedi a fixé un objectif chiffré précis. Porter à 25% la part des routes nationales revêtues à l'horizon 2030. Sa vision projetée à 2034 transformerait la RDC en grand corridor de transit entre l'océan Indien et l'Atlantique, entre l'Afrique du Nord et l'Afrique australe. La RDC n'est pas condamnée à l'enclavement. Nous pouvons faire de notre géographie une force, a-t-il déclaré depuis la tribune des Assises. Le ministre des Infrastructures et Travaux publics, John Banzalunda, a rappelé que cette conférence traduit en actes une décision formalisée au Conseil des ministres du 23 janvier 2026. L'initiative n'est pas improvisée. Elle est ancrée dans une décision gouvernementale. Mais les données de départ sont implacables. Le chef de l'État lui-même a dressé le diagnostic sans détour. Excentricité de plusieurs espaces nationaux, enclavement de nombreux territoires, dégradation des voies ferrées,
sous-équipement des installations portuaires et fluviales, insuffisance chronique de l'énergie. Il a posé la conclusion lui-même. Sans infrastructure adaptée, il ne peut y avoir ni essor agricole durable, ni industrialisation solide, ni émergence urbaine véritablement maîtrisée. Plus révélateur encore, le ministre Banzalunda a nommé publiquement 2 chantiers nationaux paralysés. La route nationale numéro 5, tronçon Bukavu-Kamagola-Uvira, cruciale pour le désenclavement du Sud Kivu. La route nationale numéro 2, tronçon Bukavu-Nyamukubi, essentielle pour relier les zones agricoles au reste du pays. Les 2 sont bloqués par la guerre d'agression imposée par le Rwanda et ses supplétifs terroristes du M23, et par l'occupation persistante des villes de Bukavu et de Goma. Ce n'est pas un détail de procédure. C'est la guerre qui mange nos routes avant même que nous puissions les construire. La conférence a articulé ses travaux en 2 temps complémentaires. Les panels de haut niveau pour les grandes orientations stratégiques. Les ateliers de consolidation, cœur opérationnel des 3 jours, où les orientations se traduisent en propositions concrètes et hiérarchisées. 4 livrables formels sont attendus à la clôture prévue le 10 avril. Une feuille de route opérationnelle 2026-2030, la déclaration de Kinshasa sur les infrastructures durables et innovantes, engagement politique signé par l'État, les provinces, le secteur privé et la société civile. Un mécanisme national de suivi multi-acteurs doté d'indicateurs de performance. Enfin, le démarrage d'une commission nationale sectorielle pour les normes de construction. Le ministre a fixé une exigence non négociable. Ce document devra refléter les réalités de terrain de toutes les provinces, y compris les contraintes spécifiques des zones de conflit. La vision présidentielle s'articule en 4 axes. Le premier, la réhabilitation du réseau routier national, avec en tête les routes nationales 1, 2, 4 et 5, pour atteindre cet objectif de 25% de routes revêtues d'ici 2030. Le deuxième, la construction de corridors de développement intégrant simultanément transport, énergie, agriculture et logistique autour d'espaces géographiques cohérents, non plus des routes isolées, mais des espaces économiques vivants. Le troisième, un système multimodal articulant routes, rails, ports et aéroports. Le port en eau profonde de Banana figure en tête des priorités. Les aéroports de Kisangani, Kananga et Mbuji-Mayi sont désignés pour modernisation. Les ports de Kalemi et Bandaka pour rénovation. Un réseau ferroviaire à écartement standard, reliant les ports fluviaux et maritimes au réseau de l'Afrique australe, est posé comme objectif stratégique de long terme. Et le pont route-rail entre Kinshasa et Brazzaville, longtemps réduit à l'état de vœu pieux, doit devenir, selon Tshisekedi, un des piliers structurants d'une économie de transit dynamique. Le quatrième axe intègre les infrastructures énergétiques et numériques, déploiement de la fibre optique, extension de l'électricité, solutions solaires décentralisées. Parce que, comme l'a formulé le chef de l'État, il n'y a pas d'infrastructure moderne sans énergie fiable et accessible. Court l'agricultrice du Maniema qui voit sa récolte pourrir faute de routes praticables. Pour le commerçant de Kisangani, dont les marchandises restent bloquées des semaines sur des voies fluviales dégradées. Pour les familles du Tanganyika qui n'accèdent à un médecin que lorsque la piste est praticable. Ces 4 axes ne sont pas des abstractions. Ce sont des décisions qui conditionnent leur survie économique quotidienne et celle de millions de Congolais qui ne savent pas encore que leur nom n'a pas été prononcé à cette conférence, mais que leur vie en dépend. Combien de fois avons-nous entendu des conférences promettre des routes, des ponts, des ports? La différence, cette fois, devrait résider dans les mécanismes de redevabilité annoncés. Une feuille de route 2026-2030, des indicateurs de performance, une déclaration signée par tous les acteurs, des outils qui permettent de vérifier, de mesurer, d'interpeller. Dans 6 mois, dans 1 an, dans 2 ans, les routes annoncées sont-elles en chantier ou encore sur le papier? Parce qu'une nation dont 75% des routes nationales restent en terre n'a pas le luxe de se payer une conférence de plus sans lendemain. L'enjeu est partagé. Le grand investisseur qui cherche des corridors fiables et la femme de Kasumbalesa qui pose sa brouette sur une piste défoncée attendent exactement la même chose.
Un pays sans route est un pays où la richesse ne circule pas. Et c'est toujours le peuple qui en paie le prix en premier. Bâtir, oui, mais bâtir sur quoi, quand l'État lui-même est perçu comme une menace dans certaines zones? Parce que ce soir, un signal venu du Kasaï central nous rappelle qu'entre les grandes conférences et ce que les chiffres confirment sur le terrain, il y a parfois un fossé que les discours ne comblent pas. À Demba, dans le secteur de Diofwa, au Kasaï central, la nouvelle société civile congolaise tire la sonnette d'alarme depuis plusieurs jours. Des militaires du secteur opérationnel, déployés pour sécuriser une zone autrefois en proie à l'insécurité, sont accusés de tracasseries et d'actes de torture contre la population locale. Le cas le plus documenté, un jeune garçon arrêté, torturé et grièvement blessé dans la nuit du 4 avril au village Mwanza-Ngoma. La psychose s'est installée dans toute la zone, non pas face à un groupe armé venu de l'extérieur, face aux hommes en uniforme censés la défendre. Un secteur opérationnel a une mission exclusive, protéger les civils. Le droit international humanitaire est sans ambiguïté là-dessus. Quand il devient lui-même source d'insécurité, la hiérarchie militaire a l'obligation de le lever ou d'en répondre publiquement, dans les meilleurs délais. Ce n'est pas une question d'opinion. C'est un engagement signé, une norme internationale, un serment prêté. La procédure normale, celle que tout commandement républicain doit appliquer, est connue. Enquête immédiate, suspension des éléments concernés, reddition de comptes à la hiérarchie. Rien de visible à Diofwa. Les données disponibles divergent sensiblement de ce tableau officiel. Le chargé des renseignements et de la sécurité du secteur opérationnel, Louis Yekela, affirme ne pas reconnaître la présence de militaires relevant de sa structure à Demba. Selon lui, s'il y en a, il dépendrait de la 21e région militaire. Un enfant a été torturé. Un officier dit que ce ne sont pas ses soldats. La chaîne de commandement se dilue. L'impunité s'installe. Et la demande concrète de la société civile reste sans réponse. Lever le secteur opérationnel à Diofwa. Yekela appelle même la population à dénoncer les cas de tracasserie pour que les auteurs soient traduits en justice. Avec quel courage? Avec quelle garantie de protection? Dans un système qui se dérobe à ses propres responsabilités, demander aux citoyens de porter la charge de la preuve, c'est renverser l'ordre naturel de l'État. Ce glissement ne date pas d'hier. Il s'enracine dans une culture institutionnelle que nous n'avons jamais véritablement réformée. Une armée qui terrorise ceux qu'elle est censée protéger ne combat pas seulement l'ennemi extérieur. Elle mine les fondations mêmes de la confiance entre le peuple et l'État. Et dans un pays en guerre, cette confiance n'est pas un luxe. Elle est une condition de survie nationale. Une armée qui perd le peuple perd la guerre, quelle que soit la puissance de son arsenal. Cette question du lien entre les institutions et le peuple se joue aussi à une autre échelle ce soir. À Kinshasa, un nouveau visage vient de prendre les commandes d'une mission onusienne dont notre pays dépend encore pour une part de sa sécurité dans l'Est. James Swan a officiellement pris ses fonctions de représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo et chef de la MONUSCO, mardi 7 avril 2026, à son arrivée à l'aéroport international d'Ndili à Kinshasa. Il succède à Bintou Keïta. Dans sa première déclaration publique, Swan a adressé un message de solidarité au peuple congolais, reconnaissant sans détour que la situation sécuritaire et humanitaire dans l'est de la RDC demeure profondément préoccupante et que les civils continuent à payer le plus lourd tribut. Sa ligne directrice est sans ambiguïté. Il n'existe pas de solution uniquement militaire à la crise actuelle. Les progrès nécessiteront le dialogue, l'engagement régional et la mise en œuvre des engagements déjà pris. Swan a insisté sur la protection des civils comme priorité centrale de la mission, annonçant une collaboration étroite avec les autorités congolaises et les communautés locales. Il arrive, a-t-il déclaré, avec humilité et détermination, pleinement engagé à soutenir le peuple congolais. Une humilité attendue d'un diplomate qui connaît déjà ce pays. Une détermination que le peuple de l'Est mesurera sur le terrain, pas dans les communiqués de presse. Ces signaux institutionnels venus des Nations Unies ne peuvent pas faire oublier la réalité immédiate de notre terrain. Et ce soir, ce terrain
nous envoie des informations qui méritent toute notre attention. Le pays bouge, il résiste. Il teste ses institutions et son droit. Ce soir, 3 ensembles d'informations dessinent le tableau d'une nation en mouvement permanent. À l'est du pays, un mouvement significatif s'est confirmé ce mercredi. Le commandement de la 34e région militaire du Nord Kivu a officiellement confirmé la reddition volontaire de 263 combattants issus des rangs de l'AFC M23 entre février et mars 2026, parmi lesquels 4 officiers. Ces anciens combattants ont été enregistrés à Lubero, Rutshuru et Masisi au Nord Kivu, ainsi qu'à Kalehe au Sud Kivu. Selon le major Dieudonné Kasereka, porte-parole de la 34e région militaire, 2 voies s'offrent à eux. La réinsertion sociale pour ceux qui souhaitent retrouver une vie civile ou l'intégration dans les rangs des FARDC après examen rigoureux du dossier. Un appel a été lancé aux combattants encore en brousse. Ces 263 redditions ne signifient pas la fin de la rébellion, mais elles signalent une fracture dans ses rangs. C'est dans ce contexte de terrain tendu que prend tout son sens ce qui s'est passé à Mambasa, en Ituri, ce mardi. Des jeunes ont empêché un convoi de reconnaissance de la MONUSCO d'entrer dans le centre-ville en le caillassant. Les FARDC ont immédiatement condamné l'incident depuis Bunia. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, a qualifié cet acte d'anti-républicain, l'attribuant à des instigateurs qui manipulent la population à des fins privées. Ce que cet incident révèle, c'est que certains acteurs locaux ont un intérêt direct à ce que la paix ne revienne pas. Les identifier et les neutraliser politiquement est tout aussi urgent que les opérations militaires. Ces secousses sécuritaires pèsent aussi sur un dossier brûlant de l'agenda national, l'accueil temporaire de migrants expulsés des États-Unis, qui a déclenché un débat houleux à l'Assemblée nationale ce mercredi. Le député Christian Mwondo d'Ensemble pour la République a interpellé directement la ministre d'État aux Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba, avec une question frontale. Comment un pays en guerre, dont les propres compatriotes sont déplacés à l'intérieur et à l'extérieur de ses frontières, peut-il s'engager à accueillir des étrangers expulsés d'Amérique? Il a exigé des éclaircissements sur les termes exacts de l'accord. Les garanties de temporalité et d'encadrement strict promises par le gouvernement souminois suffiront-elles à rassurer une opinion publique déjà échaudée par des accords signés sans consultation parlementaire préalable? La souveraineté nationale ne se défend pas seulement sur un champ de bataille. Sur le front législatif, un texte discret mérite qu'on s'y arrête. Le professeur Gary Sakata, député national élu de Bagata au Kwilu, a présenté et défendu ce mardi une proposition de loi visant à supprimer les travaux forcés et la servitude pénale du Code pénal congolais. Il qualifie ces peines de coloniales, racistes et inhumaines, incompatibles avec les articles 16 et 61 de notre Constitution. Ce que son exposé révèle est édifiant. Les travaux forcés sont régulièrement prononcés par nos tribunaux depuis 1973, mais n'ont jamais été mis en œuvre, faute d'une ordonnance présidentielle qui n'a jamais été signée en plus de 50 ans. La proposition a été déclarée recevable et transmise à la Commission politique, administrative et juridique pour examen sur 5 jours. C'est un pas modeste, mais concret. Sur le plan diplomatique, Kinshasa et Berne ont avancé d'un cran ce mercredi. Le ministre d'État en charge des relations avec le Parlement a reçu l'ambassadeur suisse Léo Tremblay pour des échanges portant sur le renforcement de la coopération interparlementaire entre la RDC et la Suisse. Les discussions ont porté sur le partage d'expertise, la création d'un groupe d'amitié entre les deux chambres et une initiative d'académie parlementaire qui suscite un intérêt particulier côté suisse. Rappelons que la Suisse abrite certains des processus de paix les plus actifs pour notre région. Renforcer le dialogue entre nos institutions parlementaires n'est pas anodin. C'est construire des passerelles pour l'avenir. C'est aussi dans la logique de la construction institutionnelle que s'inscrit la première table ronde nationale sur les assurances, ouverte ce mercredi à Kinshasa par l'Autorité de régulation et de contrôle des assurances, l'ARCA,
sous la supervision du ministère des Finances. Le directeur général Ala Kanindan Galula a livré un chiffre révélateur. Le volume des primes émises sur notre marché des assurances, qui s'élevait à 80 millions de dollars en 2019, avoisine 400 millions de dollars à fin 2025, une multiplication par 5 en 6 ans. L'objectif affiché est dorénavant la microassurance pour les ménages à faible revenu, les petits commerçants et les agriculteurs. Le plan Assurance 2036 annoncé devra dire si cette ambition se traduit en actes concrets. Le Trésor congolais a réalisé une opération solide sur les marchés financiers en fin de semaine dernière. Avec les bons du Trésor à 6 mois lancés le 31 mars 2026 et les obligations du Trésor adjugées le 7 avril, le gouvernement a capté 168 millions, 100 000 dollars américains en l'espace d'une semaine. Les bons du Trésor ont attiré 110 500 000 pour un objectif initial de 50 millions, soit un taux de couverture de 257%. Les obligations ont rapporté 57 400 000 contre 50 millions visés. Ces chiffres signalent une confiance réelle des marchés dans les titres congolais. Ils confirment ainsi que le déficit budgétaire reste une réalité persistante depuis le début 2026. L'argent levé est de la dette, et la dette se rembourse. Sur le front minier, le ministre Louis Watum Kabamba a franchi un cap significatif dans la gouvernance du secteur. Le 7 avril, il a réuni pour la première fois l'ensemble des chefs de corps des structures sous tutelle pour instaurer un exercice de redevabilité trimestrielle. Chaque responsable devra rendre compte de ses actions et présenter des perspectives mesurables. Les axes prioritaires: renforcer la transparence, intensifier la lutte contre la fraude minière, mieux encadrer l'artisanat minier et garantir que les richesses minières profitent réellement aux communautés locales. Le directeur général du SAMAP, Jean-Paul Kapongo, a qualifié l'initiative d'inédite. La question reste entière. Dans 3 mois, les mêmes acteurs reviendront-ils à cette table avec des résultats ou avec des excuses? Et puis, il y a la déclaration du gouverneur de la Banque centrale du Congo, André Ouamesso, qui a agité ce jeudi les milieux économiques. Le gouverneur a évoqué les Mabonza comme forme locale de financement participatif et proposé de réorienter une partie des dîmes religieuses vers le financement des PME congolaises. L'idée, à première vue, semble audacieuse, mais la vérité plus sévère qu'elle cache mérite d'être dite clairement. Quand une banque centrale en vient à mobiliser les quêtes dominicales pour penser le financement de l'économie, ce n'est pas la créativité qui s'exprime. C'est l'épuisement des instruments classiques. La dollarisation qui évade notre souveraineté monétaire, le système bancaire peu profond, l'absence d'une stratégie de crédit orientée vers l'économie productive, voilà les vraies questions que cette proposition de Ouamesso ne pose pas, mais que notre nation doit désormais se poser à voix haute, sans détour. Voilà, chers compatriotes, le tableau que notre pays nous offre en ce jeudi 9 avril. Des alertes, des chantiers, des questions sans réponse et peut-être quelques lueurs. Prenons un moment pour rassembler tout cela avant de nous quitter. Ce jeudi 9 avril 2026 restera marqué par 2 temps forts. Au Moyen-Orient, un cessez-le-feu inattendu a suspendu une guerre dont les ondes de choc atteignaient nos marchés depuis des semaines. Les négociations s'ouvrent à Islamabad sur un plan iranien en 10 points, pendant que le cours du pétrole reculait sur les places financières mondiales. Et ici, à Kinshasa, la première conférence nationale sur les infrastructures et travaux publics de notre histoire a planté une vision à l'horizon 2034, avec un objectif précis: 25% de routes nationales revêtues d'ici 2030, 4 axes stratégiques et 4 livrables attendus à la clôture le 10 avril. Un rendez-vous avec notre avenir d'asphalte et de béton. Il y a aussi Demba, au Kasaï central, où un jeune garçon torturé dans la nuit du 4 avril nous rappelle que les institutions ne valent que par l'usage que leurs hommes en font. La confiance entre le peuple et son armée ne se décrète pas. Elle se construit acte par acte et elle se brise en une seule nuit.
La pensée que je veux laisser avec vous ce soir vient du livre des Proverbes, chapitre 24, verset 3. C'est par la sagesse qu'une maison est bâtie et par l'intelligence qu'elle s'affermit. Bâtir, oui, mais bâtir avec sagesse, avec justice, avec des fondations que personne ne peut renverser. Une conférence nationale, un plan d'action, une vision à 2034, c'est une fondation. Un soldat qui torture un civil, un officier qui nie la responsabilité de sa structure. C'est une fissure dans cette même fondation. Les deux réalités coexistent ce soir dans notre pays. Et c'est à nous, peuple congolais, de choisir laquelle des deux va l'emporter. Pour approfondir les enjeux militaires et sécuritaires que nous avons traités ce soir, nous vous invitons à visionner sur notre canal YouTube le dossier d'analyse Les FARDC, une armée en quête de souveraineté, qui entre directement en résonance avec les événements de Demba et les redditions à l'Est que nous avons rapportés ce soir. Ces émissions sont librement disponibles et votre regard sur elles est une forme d'engagement pour notre pays. Que Dieu bénisse notre nation, de Mwanda à Uvira, de Gemena à Lubumbashi. Que nos compatriotes déplacés rentrent bientôt dans leur foyer. Et à vous, à Bruxelles, à Montréal, à Johannesburg, bonne nuit. C'était Aurélia pour Inside News RDC. Retrouvons-nous demain dans les mêmes heures. Bonne continuation.